Bonjour, je m'appelle Anubandha Kate et je suis un ingénieur basé à Paris. Aujourd'hui, j'ai un très grand plaisir d'accueillir Charlotte Thomas. Bienvenue Charlotte. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de son livre qui s'appelle Pogrom et Ghetto, qui nous raconte surtout l'histoire de bidonville ghetto de Juhapura dans la ville d'Ahmedabad, dans l'État de Gujarat, en Inde. Ce livre est l'issue de ton travail de thèse, mais Charlotte, déjà, j'aimerais bien te présenter. Donc, tes études, tu as fait à Sciences Po de Toulouse entre 2002 et 2006 un master dans les relations internationales sur des sujets de conflit, risque et sécurité. Ensuite, entre 2006 et 2009, est-ce que c'était Sciences Paris, Sciences Po Paris? Oui, alors en fait, déjà à Sciences Po Toulouse, comme je suis née en 83, j'ai fait mes études avant la réforme 358. Donc en fait, j'ai fait un diplôme de fin d'études à Sciences Po qui était pas, enfin, orienté relations internationales, mais aussi très sur la sociologie de l'État. Donc c'était pas un master, c'était un diplôme de quatrième année dans le cadre duquel j'ai fait mon premier mémoire. Je pense que c'est ça qu'à retenir peut-être aussi pour nous aujourd'hui, dans lequel j'ai fait mon premier mémoire d'études sur Vinoba Bhave, qui était un compagnon de route de Gandhi. Et je travaillais sur comment, en fait, en utilisant une rhétorique religieuse, Vinoba Bhave s'inscrivait quand même dans un cadre démocratique et non confessionnel pour proposer un registre démocratique aux Indiens. Donc, c'était juste pour préciser ça. Et on reviendra aussi sur mon livre, mais c'est pas un bidonville, justement, c'est un ghetto, c'est très différent. Et Oui. c'est l'objet de la discussion, justement, c'est pour ça que c'est intéressant de le dire. Et puis sur Sciences Po Paris, oui, ensuite j'ai rejoint Sciences Po Paris, enfin j'ai été admise en master à Sciences Po Paris en 2005, 6, 2006, pour faire un master, là, cette fois-ci, effectivement, de relations, enfin, plus orienté politique comparée, d'ailleurs, à l'époque, ça existait encore, avec une option Asie et aussi un éclairage, d'ailleurs, États-Unis et Moyen-Orient. Et c'est dans ce cadre-là qu'ensuite j'ai commencé mes recherches sur Johapura et donc le quartier dont on parle, le quartier musulman dont on parle, situé à la périphérie d'Ahmedabad, dont on rappelle qu'elle est la capitale économique de l'État du Gujarat, située au nord-ouest de l'Inde. Voilà. Exact. Donc, je vais juste compléter ça. Donc, tu as aussi fait un postdoc entre 2017 et 2021 à Série. Mais je dois quand même aussi rebondir puisque tu as parlé de Vinoba Bhave. Il y a un lien, il y a deux liens d'ailleurs, parce que tu parles dans le livre aussi de Ashram de Gandhi à Sabarmati, à Ahmedabad. Donc moi, je suis né en Inde, dans la ville où Gandhi avait son deuxième ashram, à Wardha, à Sevagram, et où se trouve également l'ashram de Vinoba Bhave à Pavnar. Parlons maintenant de tes expériences professionnelles. Tu as fait un passage chez Courrier International en tant que journaliste entre 2007-2009. Ah, c'était en fait entrecoupé entre mes études pendant mon master, parce que si les auditeurs auditrices ont été attentifs, les dates correspondent à mes scansions aussi concernant le master. Donc en fait, j'ai bossé à Courrier où j'étais chef de rubrique Asie du Sud en remplacement de Ingrid Tervat pendant mon master. Et pour les auditeurs indiens, un mot sur le Courrier International. Donc, c'est un journal très intéressant qui publie des articles des pays différents qui sont publiés dans des langues différentes et on les traduit en français. Pour continuer, donc tu as aussi travaillé à Sciences Po Lille entre 2014-2015, ensuite à Sciences Po Le Donner des Havre. cours. À chaque fois, en fait, je donne des cours là-bas. Je n'étais pas personnel de Sciences Po Paris ni de Sciences Po Lille. J'intervenais juste encore une fois comme pour donner des cours. Donc maintenant, on va commencer à parler de ton livre. Déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques comment cette idée de ce livre est venue, pourquoi tu as choisi ce thème, comment ça s'est déroulé. Alors en fait, l'archéologie, parce que je suis foucaldienne, enfin, le cadrage théorique que j'utilise dans ma thèse fait référence à Michel Foucault, donc je vais employer le terme d'archéologie. Tout ça remonte à très longtemps, hein, parce que déjà, alors j'ai choisi, pour expliquer aux gens, le livre dont on parle, donc Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine, c'est un bouquin qui est tiré de ma thèse. Donc j'ai pas choisi d'écrire le livre est venu après la thèse, quand bien même, et j'y reviendrai, mais écrire un livre, c'est réécrire sa thèse par ailleurs. Mais bref, puisque dans l'ouvrage dont on parle,
je l'expurge de tout l'appareil théorique que je montre dans ma thèse, et pour des questions aussi d'anonymisation et de préservation dans le contexte politique dans lequel on parle, de préservation de mes enquêtés, comme on appelle ça, j'ai aussi supprimé toute une partie de mon ethnographie, c'est-à-dire de vraiment de l'entrée, enfin de données très pratiques, données pardon, très précises sur les lieux et les gens dont je parle. Pour revenir du coup à l'archéologie de mes recherches, en fait, moi je m'intéresse depuis que j'ai 15 ans pour de vrai à l'Inde, pour le dire assez vite. Et ce qui m'a intéressée quand j'étais très très jeune, donc moi je viens de Normandie, je suis socialisée dans un village de 543 habitants, avec des parents pas du tout intéressés par l'international ni par l'altérité d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas du tout dans mon spectre, mais je sais pas, la vie fait des choses. Et ma grand-mère était abonnée à Géo, pour tout vous dire. Voilà comment les magazines Géo qui parlent en fait de l'étranger. Donc en fait, de ma petite fenêtre du fin fond de la vallée d'Eure, voilà, j'avais une fenêtre justement ouverte sur le reste du monde. Et puis, ce qui m'a intéressée depuis mes 15 ans, pour le coup, c'est vraiment le rapport entre le religieux et le politique parce que, moi je suis française, hein, je suis socialisée à un cadre de la laïcité, donc dans lequel l'État a une égale bienveillance envers, toutes les religions, mais n'en reconnaît aucune et par définition, du coup, aucune religion, enfin, toute proportion gardée, mais aucune religion n'est présente, je veux dire, massivement, dans l'espace, public et non plus d'ailleurs de beaucoup dans l'espace privé, mais notamment dans l'espace public, et cetera. Et en fait, moi, je tombe un peu sur l'Inde comme ça. Alors en plus, c'était l'Inde d'une autre époque, hein, c'était une Inde encore séculariste. Alors, j'ai plein de critiques très négatives sur le Parti du Congrès, mais encore dirigé à l'époque par le Parti du Congrès. Il y a eu un interlude BJP, mais qui était beaucoup moins radical que entre 99 et 2004, pardon, mais qui était beaucoup moins radical que celui d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une Inde un peu, voilà, que je découvrais. Et puis, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sécularisme. J'ai rencontré aussi les sciences sociales au lycée. Je découvre la sociologie, qui est vraiment, je pense, la rencontre intellectuelle de ma vie, qui aussi, d'ailleurs, irriguera mes positionnements politiques. Je pense que quand on fait de la sociologie politique, on a des difficultés après à croire objectivement à ce qu'on appelle la méritocratie, puisqu'on s'aperçoit qu'elle n'existe pas factuellement dans les textes, enfin dans les faits, je veux dire. Donc bref, je m'intéresse un petit peu à tout ça. Et puis du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup comment vivent les groupes religieux. Voilà, comment on fait pour comment on fait pour vivre sa religion en Inde, tout en étant tout très démocratique. Du coup, enfin très, je veux dire, dans un cadre républicain et démocrate. Du coup, ma première étape, c'est le mémoire d'études dont je parlais, de Vinoba Bhave, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse chez Vinoba Bhave, c'est que c'est quelqu'un qui revendique sa culture hindoue et sa religion hindoue, qui a tout un registre, enfin un vocable extrêmement empreint de termes religieux hindous, et qui pour autant propose, comme je disais tout à l'heure, une pensée politique qui est démocratique. Enfin, il fait il utilise ce registre hindou religieux pour amener les gens à une pratique politique démocratique et républicaine. Donc j'avance comme ça un peu chemin faisant. À un moment donné, puisqu'on est là pour raconter un peu les choses, à un moment donné, par exemple, je me questionne, est-ce que j'avais envie de travailler sur le parti communiste, enfin les partis, les CPI, mais les partis communistes indiens, puisque toujours ma question était, bah, comment on fait pour articuler le religieux et le politique dans un autre cadre institutionnel et institutionnel au sens aussi idéologique qui est celui du sécularisme, qu'il faut vraiment pas traduire par laïcité, hein, c'est dans les chevaux de bataille sur les plateaux, des fois j'ai du mal parce que c'est trop rapide, mais la laïcité n'est pas le sécularisme, vraiment pas, puisque l'État français ne reconnaît aucune religion, à la différence de l'État indien. L'État indien, jusqu'à quelques jours, parce que là, c'est quand même en train de se dégrader, mais l'État indien permet aux groupes religieux d'avoir leur propre loi personnelle sur le mariage, l'héritage et la famille. Bref. Donc, le PC, et puis en fait, bon, c'est quelque chose qui me semblait un peu nébuleux, enfin bref. Et puis là, on est du coup dans les années 2000, donc voilà, j'ai fait mon premier voyage en Inde, enfin, était dans le cadre de ma scolarité à Sciences Po en 2004, donc je reviens en 2005, j'écris ce mémoire d'études sur Vinoba Bhave, et puis j'avance, hein. Et donc vers 2006, alors il y a cet obstacle sur le Parti communiste, et puis il y a aussi les chrétiens. Mais il se trouve que moi j'ai été élevée en fait, enfin alors j'ai une éducation catholique, j'ai été élevée dans la scolarité privée et les établissements privés, j'ai fait mes sacrements, etc. J'ai une perspective très critique sur l'Église en tant qu'institution, mais bon, je connais un peu le milieu catholique, donc je me dis, tiens, mais vraiment, je dis aux gens, parce que c'est aussi comme ça qu'on produit de la connaissance et ces pistes de recherche, je me dis,
Bah, les musulmans, qui est quand même accessoirement le deuxième groupe ethno-religieux présent en Inde après donc les hindous, hein, et qui fait que donc l'Inde est le troisième pays musulman au monde après l'Indonésie et le Pakistan. Je me dis, tiens, les musulmans. Et à ce moment-là, en fait, bah, en 2006, tu tapes musulmans Inde, tu tombes direct sur tout un tas d'articles. Enfin, je veux dire, il y avait plusieurs articles par semaine sur les pogroms anti-musulmans qui avaient lieu en 2002 dans l'État du Gujarat, donc sous d'ailleurs le gouvernement de Narendra Modi, actuel Premier ministre et qui a été ministre en chef du Gujarat entre 2001 et 2014. Donc, je me dis, ah bah ça c'est quelque chose qui m'intéresse du coup, parce que je suis là, mais alors, parce que moi, ma question, elle n'était pas tant, après quand j'ai creusé et tout, elle n'a pas été, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet concernant enfin, la thèse slash le bouquin, mais moi, ma question, elle n'était pas sur les pogroms à proprement parler, sachant qu'il y a eu des très bons travaux, enfin je veux dire des travaux de première main, hein, qui étaient indispensables, mais je pense à Archmander, Tistas et Telvald, et j'en oublie parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de, et heureusement que ces activistes étaient là à ce moment-là et ces militants pour documenter au moment où ça se passe les pogroms. Je pense aussi à Cédric Prakash. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui étaient très importants, mais qui ont du coup beaucoup documenté les violences qu'on retrouve. Donc, les bilans de ces violences, entre guillemets, on le retrouve dans des rapports comme Human Rights Watch. Un autre dont j'oublie le thème, mais non, c'est We Have No Orders to Save You. Ça, c'est Human Rights Watch. Mais moi, ma question, elle était, une fois que, en tant que citoyen indien de confession musulmane, qui est censé être de plein droit, puisque je rappelle que l'Inde, à ce stade, est une démocratie séculariste, qui ne reconnaît, enfin, qui donc interdit la discrimination sur sur un principe religieux, bah, une fois que ton gouvernement t'a fait ça, puisque la complicité très forte des autorités est avérée aujourd'hui. Je rappelle que Narendra Modi a été privé de visa aux États-Unis et en Europe jusqu'en 2013 pour son implication supposée dans ces pogroms, que des ministres d'État, enfin locaux, quand je dis d'État, Oui. c'est de l'État local. En fait, une fois que donc ton État t'a fait ça, bah, ma question, elle était comment tu fais pour être citoyen, en fait? Comment ça se passe? Comment, alors toi, quel est toi, je dis, donc du coup, je parlais de la part des musulmans. En tant que musulman, d'Indien de confession musulmane, quel est ton rapport aux autorités? Comment tu conçois encore ton rapport à ton État, qui non seulement ne t'a pas protégé, mais a œuvré à ce qui t'arrive ça? Et puis à l'inverse, une fois que les autorités ont fait ça, c'était quoi le but? Puisque après on va revenir, je pense peut-être dans le gros du travail, mais aussi pourquoi je parle de pogrom, il y a une vraie raison. Pourquoi je parle aussi de ghetto aujourd'hui, il y a une vraie raison. Donc une fois que les autorités t'ont fait ça, on produit ce degré de violence, comment elles te laissent être citoyen? Et voilà, et c'est ça le point de départ un peu de mon archéologie de la recherche. Entendu, merci beaucoup. On va avancer. Ce que j'ai vraiment aimé quand j'ai lu ton livre, il y a au moins deux aspects. Donc, première chose, c'est que j'ai beaucoup apprécié, aimé la rigueur académique. La bibliographie est vraiment riche. Il y a beaucoup de références. C'est en anglais, pour des livres en anglais, en français. Il y a des reportages, des articles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vraiment le carnet de terrain et des entretiens. Il y en a des tas que tu as fait, tu as vécu là-bas, tu étais accueilli par les trois familles que tu as écrit dans le livre et qui t'ont permis de devenir le Pakka Juhapuravali, Oula, oui. une, Uhum. une vraie fille de Juhapura. Donc ça, c'est vraiment chouette. Par contre, même si les choses sont peut-être facile à deviner, mais j'aimerais quand même que tu nous expliques, c'est que pour certains articles, tu as écrit que l'article n'est plus disponible. Alors pourquoi? Ah bah alors là, j'ai pas du tout de réponse à cette question. Alors la première chose, c'est que je précise aussi, effectivement, tu mentionnes, juste pour expliquer aussi, tu vois, comment on fait un travail de terrain et tout, hein. Donc effectivement, il y a beaucoup en fait, quand tu fais une thèse, tu lis des sources. Alors il y a beaucoup de ressources en anglais parce que beaucoup eu égard aux liens coloniaux et décoloniaux, beaucoup de sources sont en anglais, beaucoup des chercheurs sont en anglais. Il y a beaucoup de sources primaires. Ce qu'on appelle sources primaires, c'est par exemple, comme j'étudie des organisations, alors ou musulmanes ou islamiques, c'est-à-dire confessionnelles, mais du coup, moi, ce qu'on appelle sources primaires, bah, c'est j'ai étudié, j'ai lu leurs brochures, c'est ça, tous les rapports d'ONG, etc. Tout ça, c'est des sources primaires. Donc ça, c'est vraiment des données brutes, entre guillemets, d'une part, et d'autre part, pour les brochures, c'est pour en fait, il est important pour les chercheurs de lire ça pour comprendre comment les gens pensent, en fait, comment les gens qu'on étudie, les acteurs qu'on étudie pensent.
Un mot aussi sur les familles pour lesquelles, enfin vraiment, et c'est pas pour la posture, mais ma gratitude est infinie envers ces gens qui m'ont accueilli, avec qui j'ai pas toujours été d'accord, avec qui ça a pas du tout toujours été facile parce que, alors j'aime pas trop le terme occidental parce que je trouve que c'est un peu réducteur, mais pour une Française, je veux dire, arriver et vivre en totale immersion dans une famille musulmane alors de caste supérieure, mais pauvre sur le plan économique. Donc, moi, j'étais pas dans une chambre luxueuse avec des maids, etc., etc., hein. Je dormais avec 10 personnes enfin, dans ma chambre, dans le salon, etc. Je participais aux daily course, enfin, aux tâches quotidiennes, ce qui a été un combat d'ailleurs, parce que pour avoir le droit de participer aux corvées, il fallait que je sois reconnue justement comme Joa Poulavali et plus comme invitée. Et moi, j'étais là, mais je suis pas une invitée, je suis une personne de la famille et c'était très important pour moi. C'est l'expérience la plus incroyable de ma vie que j'ai vécue, ce terrain, et je pense aussi c'est une capacité à l'adaptation, mais être immergé comme ça dans un milieu si différent du sien et avoir la chance de tout découvrir, sachant que comme je suis une femme, les gens avaient du mal à me mettre dans des catégories, donc j'avais accès à des sociabilités d'hommes. Ça, vraiment beaucoup. Du coup, c'était bizarre pour eux parce que j'avais des conversations parce que j'étais pas reconnue. Enfin, ils n'arrivaient pas trop à me situer aussi à tout l'arrière-plan, toutes les conversations de femmes, tout ce qui se passe quand. Alors, c'est un cliché, hein, mais tout ce qui se passe quand on fait la bouffe, par exemple, tout ce qu'on se raconte et tout. Et effectivement, tout ça était très très riche et vraiment incroyable. J'ai pas oublié ta question, mais je trouve que tout ça est à dire, quoi, parce que c'est ça qui fait ton matériau. Et ça veut pas dire, je le dis aussi aux gens, ça veut pas dire qu'on prend pour rien. Une phrase qu'on se répète souvent quand on est chercheur, on prend toujours la parole de l'enquêté au sérieux, mais jamais pour argent comptant. C'est-à-dire que parce que chaque enquêté a sa réalité, et c'est très normal, et nous, on doit être là pour essayer un peu de produire un tableau général de toutes ces réalités polyphoniques. Pour te Mhm. répondre un mot sur les sources, écoute, bon, après, j'ai pris l'habitude vraiment d'être très maltraitée sur les réseaux par les trolls hindouistes. Je fais bien la différence entre les hindouistes, hein, qui sont les partisans de l'hindouisme politique, et les hindous. Mais moi, j'y mets quand même l'hypothèse que plein de sources ont disparu parce qu'elles mettent en cause le pouvoir. Parce que vraiment, je pense que c'est vraiment mon explication et je suis toujours un petit peu marquée par la façon dont on a vraiment mis tout ça sous le tapis, sachant que des événements similaires se sont reproduits en 2019 à New Delhi avec les émeutes enfin, les émeutes, pour moi, ce ne sont pas des émeutes, hein, ce sont des attaques anti-musulmans, puisque... Oui, Et bon, tout ça passe maintenant très communément, puisque globalement, attaquer des musulmans aujourd'hui, c'est vraiment une chose qui pose pas de problème beaucoup à l'ensemble du système international. oui. C'est quand même reconnu, disons. Au moins, beaucoup de gens sont d'accord et il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Mais avançons, moi, ce que je propose, avant de rentrer dans les détails, qu'on présente un petit peu la géographie de la ville de Mhm, Ahmedabad. Donc, j'ai mhm. pris cette carte de ton livre. Et Oui. là, j'aimerais bien que tu nous identifies un petit peu les endroits, mais surtout trois choses que tu as parlé dans le livre. Western City, la, la, la vieille ville, le quartier de vieille ville, et une troisième chose que j'ai oubliée, bien sûr, la Zuapura, Industriel. quartier industriel. Mhm. Oui, Mhm. alors déjà, un grand merci Enfin, c'est important toujours de le dire, hein, parce que moi, la différence... Enfin, c'est pour ça que je suis très, très opposés à la cannibalisation, parce que donc il y a de la place pour tout le monde. Donc là, tout d'abord, merci. Alors même s'ils ne regarderont sûrement pas cette émission, etc. Mais merci aux cartographes en 2014 qui ont fait cette carte, parce que c'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'atelier de cartographie de Sciences Po qui l'a faite aussi gratuitement pour m'aider. Donc là aussi, je le mentionne parce que c'est très important d'avoir en tête que tous ces gens-là, enfin, sont des ressources essentielles pour les chercheurs et que ce serait bien qu'on les protège et qu'on continue à investir là-dedans. J'y reviens donc. Donc, sur cette carte, effectivement, vous voyez, alors je ne sais pas dans quelle mesure je peux montrer, parce que donc la vieille ville, en gros, bah, c'est vraiment comment dire, le cercle du centre dans lequel est créé Ahmedabad. Mais du côté droit, alors moi je suis très très nulle enfin, en repérage dans l'espace, hein. Donc du côté est de la Sabarmati c'est la grande rivière qui traverse, hein, sans trop de surprise. Et donc dans le rond où c'était créé Ahmedabad côté est, du coup ça c'est la vieille ville. Voilà, globalement c'est ça. La Western City, bah c'est l'autre côté. Donc c'est voilà, parce que du coup le pont, il y a Ellis Bridge auquel je fais référence, les ponts ont été construits, ont permis en fait de développer toute cette partie ouest de la ville, donc qui est la partie
beaucoup plus riche, beaucoup plus parce que la vieille ville, elle est très musulmane, très très musulmane et elle est très enserrée parce que c'est une ville fortifiée, donc elle est très enserrée dans enfin ce qu'on appelle ces quartiers-là, on appelle ça des pols, POLS du coup, qui ont été une façon d'imbriquer l'espace urbain qui a été très étudiée par des architectes, enfin bref, et qui est très très beau. Tout aujourd'hui, la vieille ville, elle tombe vraiment un petit peu en décrépitude, et étant donné qu'elle est musulmane, enfin qui est principalement habitée par des musulmans, il y a très peu alors il y en a un par l'UNESCO et aussi par les Français d'ailleurs de préservation des heritage buildings, mais en fait pas du tout autant que il pourrait y en avoir, j'imagine, si c'était hindou, parce qu'en plus les autorités du Gujarat préfèrent vraiment faire d'Ahmedabad, donc encore une fois capitale économique du Gujarat, à la différence de la capitale politique qui est Gandhinagar, qui est une ville nouvelle. Euh, et c'est vraiment de faire d'Ahmedabad une ville genre vitrine quoi, du néolibéralisme et de la politique du BJP. Donc ils investissent principalement dans la Western City, donc à laquelle on vient de faire référence, et dans les Western Banks, c'est-à-dire dans l'aménagement du front de la rivière, en fait, le long de la Sabarmati. Et puis la Industrial Belt, elle est aussi à l'est. En fait, bah, elle est plus loin que qu'Ahmedabad. Donc, dans cette industrial belt, voilà, qui est à l'est, pardon, aussi de la Sabarmati, mais qui entoure en gros Ahmedabad. En fait, c'est simple. On peut imaginer que à la base, Ahmedabad, c'était donc la ville d'Ahmed Shah, hein, 1415, oui, 1415, je crois. Bon, qui a été créée à l'époque par Ahmed Shah, donc qui est réduite. Et puis ensuite, bah, elle se développe avec l'industrialisation, parce que le Gujarat, c'est un État qui a été très mis tout de suite dans les dynamiques de mondialisation, très notamment vers l'Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, Gandhi, qui est Gujarati, part s'installer en Afrique parce qu'il y a une grande interface maritime. Donc, c'est un État qui a été très dynamique très vite, en fait. Il y avait beaucoup comment ça s'appelle, Mahujan, de guildes. Euh, de guildes commerçantes. Donc c'est une ville riche depuis le début. Et après, une fois que les ponts se construisent, et puis qu'il y a un objectif aussi démographique, on développe la Western City, du coup Johapura, et elle aussi dans la partie ouest de la ville, quoi. Mais pas du tout, elle est après les posh areas enfin les quartiers riches, Judges Bungalows, enfin bref, il y en a plein, de la Western City. Oui, tout à fait. Et tu as mentionné Ahmad Shah Abdali, et c'est lui qui avait aussi donné quelque part le nom de cette ville. Ou Ah bah, c'est pas quelque part, c'est oui, oui, complètement, c'est la ville Oui, d'Ahmed Shah. voilà. Et dans le livre, ce que tu précises, ce qui m'a étonné ou frappé, c'est d'apprendre que le sultanat n'est pas un État islamique. Et ce que tu précises, c'est que la zizia, c'était la taxe imposée, qui était imposée aussi sur les chiites, parce que Ahmad Shah Abdali, c'était sunnite, je Ouais. pense, sa religion, et aussi sur d'autres mouvements sectaires internes à l'islam, sur des hindous bien sûr, mais aussi sur des chrétiens, juifs, jains et hindous. Donc c'est Mhm. l'ensemble et c'est pas uniquement les hindous. Donc je pense que c'est Ouais, mais important. bien sûr, mais ça, on peut s'en dire un mot. Mais comme partout, hein, je veux dire, partout, c'est le fait colonial. Donc là, par exemple, si on parle de la France, bah, c'est le cas en Algérie, au Maroc, etc. Partout, c'est le fait colonial qui fait rentrer dans la tête des gens, parce que c'est sur le principe de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, en gros, les colons, quels qu'ils soient, n'ont absolument pas la capacité humaine d'administrer. Genre, on imagine les Britanniques. Alors d'accord, c'est la première puissance mondiale à l'époque. Mais enfin, on voit la taille de leur île par rapport au sous-continent. Humainement, c'est pas possible de gérer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser pour mieux régner. Donc, on va mettre dans la tête des gens. Alors après, ça prend Après, je reviens vraiment précisément à ce que tu dis, mais la tête des gens, les électorats séparés en 1905. Donc, en gros, on met dans la tête des gens que si tu es musulman, donc musulman, quelle que soit voilà, ton affiliation sectaire, que tu sois Barelvi, Déobandi, chiite, ismaélien, duodécimain, tout ça, on n'en a rien à faire. En fait, on considère musulman, c'est une entité, comme hindou est une entité, alors que dans l'hindouisme du Sud n'est pas du tout celui du Nord. Je veux dire, les fêtes célébrées sont pas les mêmes, enfin, tout un tas de choses sont différentes, mais le britannique réifie, essentialise autour de musulmans et d'hindous. Je reviens ensuite après sur le Moyen Âge dont on parlait, mais j'attire quand même l'attention sur le fait d'un côté un peu paradoxal, eu égard à l'hindouisme politique, donc l'hindutva, l'hindouité, la pensée politique qui est aujourd'hui hégémonique en Inde et qui refaçonne, enfin, qui refaçonne l'État indien pour l'éloigner du sécularisme. Je trouve ça assez fascinant
qu'une pensée politique codifiée à la fin du 19e siècle et qui met strictement en avance, alors à chaque fois qu'il se targue de la puissance de l'Inde, etc., des hindous qui auraient été genre, oppressés par les sultans musulmans, mais en fait reprennent exactement les cadres de pensée politique du colon blanc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas, enfin, je travaille en ce moment et tout, mais c'est quand même donc comme une pensée d'émancipation et enfin de souveraineté retrouvée, je trouve que c'est un petit peu difficile à admettre. Mais bref, je reviens du coup à ce que tu disais parce qu'effectivement c'est un point très important que tu soulignes et c'est ce que toutes et tous chercheurs sérieux et sérieuses on montre dans nos travaux. La jizya, donc un autre nom aussi. Enfin bref, toujours cette taxe, disons, qui est imposée, cette forme d'imposition par les souverains musulmans et pas islamiques, hein, musulmans à tout à ce qui n'est pas de leur groupe particulier, mais ça s'applique effectivement à à d'autres formes d'islam, à partir du moment où c'est pas la forme d'islam qui est celle du souverain. Et aussi, pas, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi quelque chose de souple. Je veux dire, c'est une forme d'imposition. Alors effectivement, elle est discriminante sur une base ethno-religieuse, on est bien d'accord, et ce n'est pas du coup un cadre républicain et démocratique, mais c'est pas une criminalisation de la religion de l'autre. On rappelle aussi à cet égard, et c'est important de le dire, qu'il y a eu nombre de mariages entre, bon, notamment des Rajputs et des musulmans. Enfin, je veux dire, donc tout ça, c'est beaucoup hybridé, vraiment. Et la lecture qui en est proposée aujourd'hui et qui n'est pas déconstruite que par moi, hein, on pourrait revenir aussi sur The Myth of the Holy Cow, par exemple. Donc tout ça est rigidifié aujourd'hui pour des intérêts strictement électoralistes et politiques. Oui, oui. Tu as utilisé un mot paradoxe. Il y a un autre paradoxe qui est important aussi à souligner, c'est le système de caste en Inde. Et pour la plupart des Indiens, y compris pour moi, pendant longtemps, je ne savais pas qu'il y a des castes même chez les musulmans. Donc moi, je propose à partager quelque chose avec toi Et les que j'ai. chrétiens. Voilà, c'est la maladie des hindous, on peut dire quelque part, qui l'ont chopé. Donc, je vais présenter ce diaporama rapidement et ensuite je t'inviterai à y rebondir. Donc, chez les musulmans en Inde, il y a des castes ou les jamats, même si tous les musulmans sont égaux, il existe quand même trois types de castes, Ashraf, Ajlaf et Azral. Donc, Ashraf, si on prend l'équivalence avec les hindous, ça serait l'équivalent des brahmines, des castes supérieures qui ont des origines perses et arabes. Et les exemples sont comme des Khan, comme Shah Rukh Khan, Sheikh, Pathan et des autres. Deuxième, c'est Ajlaf, donc ce sont les castes intermédiaires. Ça peut être les OBC, Other Backward Classes en anglais pour les hindous. Ils sont les descendants justement hindous de castes intermédiaires convertis à l'islam. Troisième et dernière, c'est Azral, qui sont les castes inférieures, et hors caste, l'équivalent des intouchables pour les hindous. Et leurs métiers sont les métiers vils comme balayeur, tanneur. S'il te plaît, si tu peux Oui, développer. c'est ça. Alors, bon, un petit mot, je pense que c'est acquis et tout, mais bon, entre nous, enfin, je le dis, mais tu l'as mentionné vite fait, je pense par souci de clarté, mais moi je combats ce terme, donc je combats complètement le terme d'intouchable, hein, qui est l'équivalent, je le dis pour des Françaises qui nous écouteraient, qui est l'équivalent de dire nègre pour des Noirs, puisque, et c'est horrible pour moi de dire ça, mais parce qu'en fait, intouchable, on implique quand même que la personne ne peut pas être touchée parce que toucher cette personne nous polluerait. Mais c'est une. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs fois cette conversation parce que les gens ne s'aperçoivent pas. Mais en fait, vraiment, moi, c'est mon petit combat. Donc, comme tu as dit au début, hors caste, c'est très bien. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Hors caste ou Dalit pour les hindous. Donc, Dalit, on rappelle, ça veut dire oppressé et c'est leur nom politique, quoi. Mais hors caste parce que ça nous explique tout à fait qu'en fait, c'est pas des gens qui sont en bas du système de caste, c'est des gens qui, comme les étrangers d'ailleurs, donc moi en l'occurrence, on est en dehors du système des quatre grandes castes majeures. Et effectivement, en fait, alors c'est exactement comme pour les chrétiens, la dichotomie entre, enfin la séparation entre les hautes castes et les castes inférieures, elle se fait sur la notion de conversion supposée ou non à la religion dont on parle. Donc, dans les deux cas, en fait, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans, les castes supérieures sont celles et ceux qui sont arrivés directement, qui sont alors, donc des héritiers directs de Saint Xavier ou des musulmans, des premiers musulmans arrivés, mais ce ne sont pas des gens qui se sont convertis.
à la différence des Ajraf et Azrar, qui eux, ce sont souvent des gens qui se sont convertis donc à l'hindouisme ou au catholicisme au christianisme, pardon, pour échapper justement à la hiérarchie des castes, bon, avec un échec patent, comme on vient de le dire. Mais c'est souvent ça, par exemple, au Gujarat, il y a beaucoup de Desai. Desai, ça peut être aussi bien une jati musulmane, enfin une jati hindoue qu'une jati musulmane. Enfin, sous-caste, quoi. Dans le cas du Gujarat, il y a aussi énormément d'hindous qui se sont convertis au Moyen Âge, entre guillemets, à l'islam pour pouvoir en fait échapper au mythe de la Kalapani, pardon, pas du tout Kala, mais Kalapani, donc l'eau noire, qui fait que en fait les hindous ne pouvaient pas commercer, ne pouvaient pas prendre la mer pour commercer parce que quitter la Bharatma, c'était quelque chose d'extrêmement, qui n'était pas possible dans la pensée religieuse. Donc c'est pour expliquer un petit peu les trajectoires et effectivement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire puisque merci pour ce très bon schéma et qui voilà, reflète exactement la distinction. Je dirais juste que pour les castes chez les chrétiens et les musulmans, à la différence de chez les hindous, la notion vraiment de pollution rituelle, enfin tu vois je sais pas si enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà familiers s'ils suivent ta chaîne mais de pollution rituelle, c'est-à-dire vraiment toucher ces gens ou être en contact avec ces gens et vraiment met en péril notre pureté, elle est un peu moins présente vraiment dans les chrétiens, chez les chrétiens et les musulmans parce que, alors moi je dirais pas mauvais côté parce que bon, effectivement je considère pas que c'est l'organisation de la société la plus égalitaire, mais moi je suis scientifique à la base, donc je dirais juste qu'il y a une hybridation en fait, comme il y a eu dans la religion par exemple, hein, l'islam Barelvi est très empreint de pratiques hindoues. Et à l'inverse, l'hindouisme, enfin les hindous, quand ils allaient dans les dargahs, donc les tombeaux des saints soufis, hybridaient aussi, enfin, avaient hybridé des choses qui venaient de l'islam. Donc là aussi, moi je dis toujours ça pour rappeler aux gens qu'en fait, ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui de cet affrontement civilisationnel, entre guillemets, hein, j'y crois pas une seconde, et qui serait en fait ontologique dans la société indienne entre les chrétiens et les indiens, les hindous, pardon, et les musulmans, elle est fausse. Je rappelle aussi toujours que les premiers enjeux, alors il y a eu la partition bien sûr, donc il y avait des enjeux intercommunautaires, mais ce qui occupe beaucoup les premières années de la démocratie indienne, les années 50-60, c'est les combats linguistiques, où les gens se mettaient à mort pour des enjeux linguistiques, de reconnaissance de frontières d'État, et sur des bases enfin, linguistiques. Donc ça déconstruit encore une fois le prisme dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, un autre mot que tu as utilisé dans le livre, en plus de hors caste, c'est distance sociale qui est pratiquée. Donc voilà, c'est pour finir ce chapitre. Pour avancer, tu as clairement dit que 2002, c'était pas les émeutes pour toi, c'était un pogrom. Mhm. Si on compare avec les autres émeutes qui ont existé au Gujarat. Mais avant de parler de ces émeutes ou du pogrom, j'aimerais bien citer Yogendra Yadav, qui est un politologue en Inde. Pour lui, les émeutes ou des pogroms, il y a rien de spontané. Tout est déjà bien planifié. Donc ça, c'est un aspect important à comprendre. Euh, Toi, tu as identifié pour pour le pogrom de 2002 deux aspects. Il avait une finalité électoraliste, une fonctionnalité, on peut dire. Et deuxième chose, tu as parlé d'idéologie. Donc, je vais juste un petit peu prononcer quelques lignes, quelques mots, idées que tu as expliquées et ensuite je t'inviterai à y rebondir. Donc, tu dis, en 2002, les violences s'y criblaient dans les districts nord ou centre, mais pas dans le Saurashtra et Kutch, où le Parti Congrès se trouvait en position favorable pour les élections prévues en mars 2003. Donc, voilà, c'était ciblé pour les élections. Et quand on parle d'idéologie, tu disais que le but, c'était de détruire partiellement pour soumettre totalement. Donc, vocation d'éradiquer la minorité, c'était pas ça. Ce- Parce que sinon, on aurait des attaques dans les quartiers exclusivement musulmans par les hindous. Mais non, ce qu'on a constaté, au contraire, c'est que les violences se sont exclusivement déroulées dans les poches résidentielles musulmanes insérées dans les quartiers hindous d'Ahmedabad, comme Naroda Patia ou Gulbarg Society, ou bien à la périphérie de grands quartiers musulmans, comme la vieille ville ou Juhapura. Donc, peu d'incidents à Juhapura,
Et aussi, tu parles de Tandalja à Baroda. Il n'avait pas beaucoup d'incidents. Et dernière chose, que la soumission recherchée par les autorités s'est incarnée dans le regroupement motivé par la peur des musulmans à Juhapura. Et vraiment, ce qui me aussi parle, c'est qu'à la fin, tu ajoutes un petit mot et tu dis que mais cet acte peut être également analysé comme le premier acte de résistance de la minorité. À toi à développer. Déjà, je pense qu'il est important de dire pourquoi je parle de pogrom et pas d'émeutes. Les émeutes, c'est des, pour aller très vite, mais les émeutes, c'est des affrontements qui mettent en position deux groupes de population à peu près équivalents, enfin numériquement à peu près équivalents, ce qui n'a absolument pas été le cas dans le cadre des pogroms. Pourquoi je parle des pogroms? Parce que les pogroms, ce sont la définition que j'emploie, hein, parce que moi, à chaque fois, là, évidemment, mais à chaque fois, je définis tout ce que je dis, hein. Je ne dis pas ça comme ça me tombe pas dessus comme ça. Non, c'est pas mon opinion, c'est mon analyse. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Des pogroms sont des attaques enfin, sur une minorité ciblée en raison de son affiliation religieuse, raciale, etc., etc., avec la complicité active ou passive des autorités. C'est exactement ce qui s'est passé. Les musulmans, ils ont été ciblés parce que musulmans, et avec la complicité active des autorités. Donc et ils n'étaient pas du tout enfin, numériquement équivalents à leurs attaquants hindous, dont on rappelle quand même. Alors Enfin, là, je vais répondre du coup, j'allais dire on rappelle, mais je réponds un peu à ce que dit Yoginder. Je partage et je suis entre les deux, moi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que enfin, les pogroms, ils étaient prévus le 26 février à telle heure, enfin 27 février, tu vois, c'est pas ça qu'il s'agit de dire. Il s'agit de dire que factuellement, il y avait beaucoup de trucs infrastructurels qui étaient déjà prévus. Par exemple, et ça, le truc des bouteilles de gaz, c'est quand même génial. Enfin, quiconque a vécu en Inde sait que pour te faire changer ta bouteille de gaz, tu galères un peu quand même. Enfin, ça prend un peu de temps. C'est pas comme ça. Or là, quand tu vois des gars arriver avec je ne sais combien de bouteilles de gaz, enfin, je veux dire, à moins qu'ils soient vendeurs de gaz, je vois pas comment c'est possible. Quand tu fais les entretiens aussi avec les gens, ils te racontent que ils étaient. Parce que moi, j'ai vraiment bossé sur Ahmedabad Baroda, j'en parle un peu, mais par esprit de mise en perspective, quoi. Quand tu fais des entretiens avec les gens qui te racontent qu'ils étaient assez surpris parce que, genre, en octobre-novembre 2001, il y a des gens qui sont venus les recenser. Donc, ils savaient pas trop, parce que c'était pas au moment du recensement, en l'occurrence. Donc, bon, ils étaient là, ok. Et ça, enfin, c'est vraiment des musulmans qui me le racontent, hein, qui ne comprenaient pas trop à l'époque pourquoi. Et après, quand ils te disent, bah alors, nous, on a été super surpris parce que dans notre quartier, ça, c'est tout ce que je raconte dans le bouquin, mais dans notre quartier, il y a des restos veg avec des noms hindous dont nous-mêmes, musulmans, on ne savait pas que les propriétaires étaient musulmans, ces trucs-là ont été ciblés parce que les attaquants, ils avaient les registres de commerce. Bon, bah, c'est là où Yoginder, et je le rejoins, parle d'un truc de préparation. C'est-à-dire que l'idée, quand même, c'était d'être prêt au cas où ça arrive et en tout cas d'avoir une collusion totale avec les autorités. Moi, je dis que l'objectif de cette. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'Inde d'aujourd'hui, hein, il y a de moins en moins besoin de violence, puisqu'en fait, ça passe de plus en plus par la loi. Donc, en fait, les musulmans sont de plus en plus empêchés de vivre grâce, entre guillemets, à la loi, aux lois qui sont promulguées. Si l'objectif, il avait été d'assassiner strictement et purement d'où. Donc là, ce serait un génocide. Les musulmans, les attaquants auraient été ciblés pour Ahmedabad en priorité, la vieille ville et Jodhpur. Or, les attaques, elles se sont passées aux périphéries de ces endroits-là. Comme je t'ai dit, c'est pour ça que du coup, les gens et dans les Muslim pockets de notamment la Western City dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que les gens, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, ils flippent. Mais ils peuvent pas se. Donc, ils recherchent l'entre-soi ethnique perçu comme protecteur. C'est ça que je dis. Mais ils peuvent pas aller dans la vieille ville parce que la vieille ville, elle est congestionnée. Or, Johapura, c'est un très grand espace qui à la base est plutôt pauvre ou de classe moyenne inférieure. Et donc là, il y a de la place. Et puis il y en a qui ont déjà des petites baraques. Donc en fait, ils se retrouvent là-bas. Mais en se retrouvant, donc en se réfugiant là-bas, donc très notamment les riches, hein, enfin les officiers supérieurs, enfin pas les officiers, mais les officiers de police, parce qu'il y a des officiers de police indiens, enfin musulmans, ça existe mais peu, les hauts fonctionnaires, voilà ça je cherchais, les hauts fonctionnaires, etc., les grands, je sais pas moi, les pilotes d'avion, tous ces gens-là, bref, des gens riches, parce qu'encore une fois, Ahmedabad c'est une ville riche, et les musulmans là-bas ils sont riches. Ils se regroupent à Johapura en fait pour bah, quelque part commencer. Donc c'est là où j'en reviens à ma résistance pour commencer à résister. Et pourquoi je dis que c'est le premier truc, le premier acte de résistance, c'est que bah, déjà se protéger pour être dans un quartier dont les frontières, les borders comme on appelle ça, sont protégées. Bah du coup tu commences à résister. Et puis c'est surtout que c'est l'arrivée de ces classes supérieures
qui convertit Djouapura de quartier défavorisé, de quartier de relégation musulmane, en ghetto musulman. Parce que ce qui fait le ghetto, le ghetto, qu'il soit musulman ou autre, mais ce qui fait le ghetto, moi je travaille avec la notion de Loïc Vacan, ce n'est pas du tout la pauvreté économique, bien au contraire. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de ghetto en France. Il y a des quartiers de relégation. Le ghetto, c'est justement sa mixité. Le ghetto, c'est le confinement, la contrainte, le stigmate identitaire et la duplication des institutions que l'État ne fournit pas. Donc, dit autrement, l'État indien qui ne fournit pas dans Djouapura l'éducation et la santé, ça va être les habitants eux-mêmes qui vont fournir ces services publics. Tu vois bien qu'une fois qu'on a posé ça, pour être en capacité de fournir des services publics, entre guillemets, à ton quartier, bah, il faut que tu aies des moyens. Il faut être riche. Sinon, tu n'as pas les moyens de, je sais pas, de financer des bancs, des hôpitaux, des dispensaires, etc. Oui, Donc, cette arrivée, c'est là où j'arrive à la résistance. Cette arrivée des classes, des castes supérieures et inférieures, enfin moyennes supérieures et supérieures, qui vont arriver avec leur thunes, leur bagage socio-économique, etc., bah, c'est le premier acte de résistance parce que c'est elles qui vont développer le ghetto. Juste un insert là-dessus et tout, mais il est absolument faux de dire, que ce soit dans le ghetto de Joapura ou dans les banlieues françaises, que l'État est absent. L'État indien, il est très très présent à Joapura, mais alors vraiment extrêmement présent. Il y a un service public qui est extrêmement présent dans ce quartier-là, c'est la police et la justice. Mais c'est le problème, c'est pour ça que c'est un choix. Enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire, il faut pas croire qu'il y a un abandon. Il y a une prise en charge très importante de ces quartiers. oui, oui. On en parlera de la vie à Juhapura un peu plus tard, mais juste pour qu'on finir cet historique un petit peu lié aux émeutes et pogroms. Donc, en Gujarat, il y avait au moins trois émeutes majeures avant 2002. Donc, tu as cité dans le livre, il y a des émeutes de 1969. Il y avait aussi en 63, mais 68, mais peut-être sur une échelle un peu moins grave. Mais ensuite, il avait aussi des émeutes de 1985 et 1992. Ce que je trouvais intéressant, que tu as cité dans le livre, que ce n'était pas uniquement des conflits entre les communautaires, on peut dire conflits communautaires, mais il y avait aussi des aspects socio-économiques, comme tu parles par exemple l'effondrement de l'industrie de tissus et aussi le chômage qui avait quelque part aussi nourri cette violence. Et puis pour 1969, tu as aussi montré des preuves comme la nature planifiée de ces émeutes, qu'en 1968, bah, il y avait déjà un camp des hindous où on nous avait expliqué comment se comporter lors des émeutes. Euh, et voilà, et dernière chose, pour 2002, dans le livre de Christophe Jaffrelot, Gujarat under Modi, il note également que les armes étaient procurées de Punjab bien en avant et que les redistribuées. Euh, voilà, donc il y a un petit peu de préparation, mais pour moi, ce sont les trois émotes principales dont tu as parlé. Est-ce que tu as quelque chose à Oui. dire? Mais effectivement, en fait, alors déjà, il y a une distinction, c'est-à-dire 69 et 85, 80, enfin 92, non, mais 69 et 85, pour le coup, sont des émeutes, c'est-à-dire il y a des musulmans et des Indiens, et des hindous, pardon, à la différence de 2002. Oui, bah, c'est-à-dire que moi, en fait, j'entre, comment dire, en fait, comme je le dis, il n'y a pas, n'en déplace à Louis Dumont par ailleurs, mais il n'y a pas d'opposition ontologique entre les musulmans et les Indiens qui seraient là, les hindous qui seraient là comme ça, qui flotteraient dans l'air depuis toujours. Et ces gens, non, c'est pas vrai en fait. Les gens ont vécu ensemble pendant des siècles. On rappelle quand même que les chrétiens comme musulmans arrivent en Inde au premier siècle de la création respective de leur religion. On n'est pas sur une immigration récente, hein. Euh, et pour moi, le substrat pardon, aux violences intercommunautaires, il est toujours économique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Gujarat, c'est un État qui est riche et les émeutes, elles surviennent en fait effectivement, comme tu le mentionnais, donc c'était un État qui était très industrieux, c'était la Manchester indienne hein, quand même à l'époque, puisque la Grande-Bretagne renvoyait enfin les tissus, le textile se faire traiter en Inde avant de le récupérer en Grande-Bretagne. Et en fait, dans les années 50-60, il y a une phase de reconversion de l'industrie. Donc, on passe de très grandes unités industrielles qui emploient beaucoup de main-d'œuvre à une industrie beaucoup plus de pointe dans la chimie, etc. Donc, très grosse vague de licenciements.
Sachant qu'à l'époque, quand tu étais ouvrier à l'usine, c'était pas qu'un emploi, c'était un filet de sécurité sociale parce qu'il y avait tout un tas d'instances qui étaient partagées. En fait, il y avait, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est pas des syndicats, c'était pas exactement ça. Donc, mais on va le traduire, pour aller vite, on va le traduire imparfaitement par syndicat au moment où on se parle, mais qui du coup mettait en présence des Indiens et des musulmans, des travailleurs qui bossaient ensemble en fait. Les émeutes, elles surviennent aussi souvent dans les quartiers pauvres au début, donc qui sont peuplés de hors caste hindous et musulmans, qui sont les premières victimes du chômage, donc qui sont les plus réceptives aussi au Neta, au chef, parce que en dehors des travaux de Christophe Jaffolo, qui m'a très bien lu, il y a surtout ceux très pertinents de Ward Berenschot, qui montrent par exemple que pour ce qui concerne 2002, les, les quartiers où les attaques contre les musulmans sont les plus violentes, ce sont les quartiers où en fait les Indiens hindous sont le plus tributaires des Netas, donc des chefs du quartier, pour avoir accès aux services publics, c'est-à-dire pour avoir une place comment dire, je sais pas, à l'hôpital, avoir une place à l'école, etc. Où en fait tu as le plus besoin d'un rapport intermédiaire parce que la chose publique n'est pas disponible justement de façon publique et universelle. Moi je dis que, enfin je considère, là c'est un point de vue un peu plus politique pour le coup, en dehors de la science politique, mais politique, qu'en fait, à partir du moment où il y a des services publics, les gens sont vachement moins enclins à se taper dessus, en fait. C'est vraiment à partir du moment où les gens ils peuvent manger, se soigner, etc. Bah, et ça, c'est pas le musulman. Et en fait, par exemple, on parlait, je vais vite, mais on parlait des émeutes de 85. Les émeutes de 85, leur origine, c'est 1981, où c'est en fait des revendications des basses castes hindous contre les hautes castes, contre, en fait, et vice-versa, parce qu'on va mettre en place des quotas élargis pour aller vite, hein, mais on va élargir les quotas d'accession à la fonction publique et à l'université pour tout un tas de castes, castes inférieures hindous, et les hautes castes sont opposées à ça. Donc c'est un truc qui se passe entre hindous. En revanche, entre 80 et 85, tu as tout un travail des entrepreneurs de mobilisation hindouistes, donc enfin tout, en gros tout le Shang Parivar, hein, RSS, Bajrang Dal, comment ça s'appelle, VHP, etc., qui convertissent en gros, pour aller très vite, mais en gros ton ennemi, c'est pas la haute caste hindoue qui gagne plus de thunes que toi, mais c'est le musulman d'à côté qui est tout aussi pauvre. Tu vois, c'est ça la conversion. Et moi, je n'adhère pas, évidemment, je considère que c'est fallacieux. Et en fait, c'est les textes qui le montrent, hein, les faits. Quand tu regardes l'empirie, les faits le montrent, quoi. Oui, très bien. Ben, merci beaucoup. Il reste juste un dernier aspect, c'est la vie à Juhapura. Mais avant d'y aller, j'aimerais juste résumer ce que tu as dit sur la particularité du pogrom de 2002. Et j'ai préparé un petit tableau pour Ah, résumer. merci. Peut-être qu'on ne se va pas bien, mais je vais juste lire les aspects. Donc, la particularité de 2002 des pogroms, c'était l'orchestration du pogrom par l'État, la nature Mhm, politique. Donc, mhm, l'implication de la majorité hindoue, la police, les médias, le gouvernement, étant tous impliqués, il était pratiquement impossible de se déprendre pour les musulmans. mhm, Il y avait une double obsession d'élimination de l'ennemi intérieur et de négation de son humanité. Femmes et les enfants sont systématiquement visés. Donc, caractère sexuel des violences est inédit au regard de l'histoire indienne récente. Viol des femmes et de fillettes devant leur famille. Viol aussi des hommes, que tu as noté. Donc, pourquoi les viols? Bah, parce que acte puissant de domination, car il permet d'humilier des êtres dans leur chair et dans leur âme. Ensuite, les classes supérieures, éduquées et financièrement aisées, étaient attaquées cette fois-ci. mhm, Puis, destruction des lieux de culte musulmans. Donc, tombeaux, par mhm, exemple, de saint Soufi, les dergahs, étaient détruits. L'importance, même les lieux avec une importance archéologique, comme mosquée Muhafiz Khan, qui était construit en mhm, 1485, puis tombeau du poète ourdou et saint soufi Wali Guzrati, construit en 1707, étaient détruits. Et puis ce que tu as noté, c'est que aujourd'hui, bah, ensuite, ils ont mis des drapeaux orange à leur place, symbole des hindoutois, quelque part. Puis, nous avons instrumentalisation des tribaux. Donc, dans les districts tribaux, en Gujarat, ils ont fourni le gros des attaques quand, mais leurs activités ont principalement été cantonnées à piller et à incendier. Généralement, ils n'ont pas pris part aux viols et aux assassinats. Et le résultat de tout ça, c'était
une communauté de souffrance, contrairement aux émeutes de 1965, 85 et 1992. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors Oui. déjà, merci beaucoup pour ce, c'est là où, on voit les ingénieurs, hein. Merci pour ce, pour ce schéma qui est hyper clair et qui résume bien un peu, enfin qui résume les choses. Quand même, parce que je m'aperçois, je pense qu'il est important de dire aussi, avant de revenir dans tout ça, mais rapidement par ailleurs, mais la finalité de ces posts. En fait, c'était quoi le but? On ne tue pas des gens comme ça. Moi, je dis que le but, alors, comme on l'a dit, je dis que le but, c'était de ces attaques, c'était de dominer la minorité musulmane, ça, je vais y revenir, du point de vue des autorités. Et que finalement, moi, je montre que paradoxalement, entre guillemets, parce que je déconstruis le paradoxe, hein, tout mon travail de chercheur, c'est de ne pas laisser de paradoxe, c'est qu'en fait, ça a permis à la résistance des habitants, pour ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que les riches, en gros, en arrivant à Juapora, ont développé leur quartier comme, enfin, énormément. Et les habitants te disent aujourd'hui, Juapora is a label. We have self-made angels. Et donc, ils sont très, très fiers de cet autodéveloppement et de n'être plus, justement, d'être sortis du stigmate de quartier de relégation. Donc ça, c'est important de dire, d'où domination et résistance, les paradoxes de la guettalisation à Joapura, qui est le titre de ma thèse à la base. Mon titre à moi original. Je dis ça parce qu'il y a deux, trois articles qui sont sortis qui portent le titre de ma thèse sans forcément faire référence. Je trouve ça un petit peu fallacieux. Mais bref. Et sinon, pour ce qui concerne du coup du point de vue des autorités, le point moi, je considère, c'est pour ça que je dis que la violence, elle a été ciblée. Et j'ai écrit un article là-dedans dans Espace politique, consacré vraiment à la dynamique de nettoyage ethnique, parce que c'est de ça pour moi dont il s'agit, hein, comme pour tout un tas de raisons que j'ai expliquées. Et puis, par exemple, tu vois, quand on parle des viols, c'est pas des viols, déjà c'est atroce, mais c'est pas des viols classiques. C'est des viols qui ont été exercés avec des trichous, enfin avec des tridents, avec des sabres, c'est-à-dire avec les attributs des dieux hindous, quand même. Donc ça veut dire quelque chose d'ancré dans le corps de l'autre, en fait. Enfin, de diluer la pureté de l'autre, en fait, de le polluer, entre guillemets, quoi. Idem pour le viol. Les hommes aussi ont été assassinés. Le musulman est censé être quelqu'un qui se reproduit beaucoup, etc., etc. Les hommes ont été violés, enfin, parfois on leur a souvent coupé le pénis. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on retrouve dans les dynamiques génocidaires au Rwanda, par exemple, entre Hutus et Tutsis, où les uns ont attaqué les autres comment dire, en ciblant ce qui, dans leur fantasme, était leur domination, tu vois. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et tu parlais des drapeaux hindous. En fait, je viens, hein, je prends un peu de retard, mais les lieux qui ont été ciblés, les lieux religieux qui ont été ciblés, il est très important de préciser que ce ne sont pas les mosquées du quotidien, donc les mosquées des musulmans, entre guillemets, hein, la masjid d'à côté, etc., qui est vraiment dans ton... Non, ce sont les lieux heritage. Enfin, les lieux d'Arga qui étaient, comment dire, euh, pas visités, mais pratiqués quoi, par des hindous et des musulmans, donc des lieux de mixité, de syncrétisme et ethno-religieux. Donc il fallait détruire dans la tête des gens que ça avait existé et que ça existait. Les dargahs aujourd'hui de Walid Gujarati, qui est quelqu'un d'extrêmement connu, aujourd'hui elle est recouverte de béton, de bitume, pardon, elle est en plein, enfin bon, bref. Et les heritage mosques, parce que justement c'est le patrimoine culturel. Donc le patrimoine culturel de toutes et tous. Et je rappelle aussi quand même qu'il y a plusieurs campagnes, à l'image de celle de retirer le Taj Mahal des guides touristiques parce que c'était quelque chose de musulman en youpi, mais il y a des campagnes récurrentes pour changer le nom d'Ahmedabad et redonner un nom hindou, enfin bon, qui est un obscur nom de village qui n'a jamais existé. Je suis désolée, j'y vais un peu à la serpe, mais c'est comme ça que nous montre l'histoire. Donc à un moment donné, bon, je, 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 je me permets aussi parfois d'être un peu taquine sur les offensives culturelles réinventées. Et le plan, donc du coup, du point de vue des autorités, c'était pour moi de récupérer de l'espace parce que, comme je disais, les Muslim Pockets qui ont été ciblés, c'est des endroits riches, des quartiers riches, des propriétés riches. Donc en fait, bah, c'est pas mal de récupérer ces propriétés, surtout quand du coup tu les récupères pour pas cher, hein, quand même. Tu produis aussi, donc ça c'est là où il y a, donc je laisse de côté le côté électoral qui est un peu facile à comprendre entre guillemets. Tu l'as évoqué, on rappelle juste que Narendra Modi, il est nommé en 2001, pas élu, hein, en remplacement de Keshubhai Patel du BJP aussi, mais qui avait fait des mauvais résultats électoraux à des élections intermédiaires. Donc le BJP
BJP s'attendait à perdre les élections qui devaient suivre. Et du coup, pour eux, ça aurait été une catastrophe parce que le Gujarat est le premier État que le BJP gagne seul en 1995. Donc, en gros, là, pour aller vite, en gros, faire une émeute, pour le BJP, c'est quand même mobiliser son électorat, quoi, surtout dans la scène politique Gujarati, où il y a une absence des partis politiques de gauche, enfin CPI, les partis ne fonctionnent pas, et où le Congrès est déjà un Congrès très droitier dans la ligne, voilà, dans la tradition un peu de Vallabhai Patel. Bref, je referme ce côté électoral que j'espère les gens me pardonnent, mais voilà, qui est assez simple à comprendre. Mais en revanche, sur le truc idéologique, qui est ce qu'on retrouve aujourd'hui, et ce qui continue à irriguer la pensée politique de l'Inde, donc récupérer les territoires, purifier l'espace hindou, c'est exactement ce qui s'est passé à New Delhi. New Delhi, c'est la même chose, hein. C'est des zones en fait qui n'étaient pas si pauvres que ça, qui ont été récupérées et qui du coup permettent de faire une continuité territoriale hindoue. Ça permet de rassembler les musulmans ensemble. Donc ça, c'est le principe du ghetto noir états-unien aussi. Le principe du ghetto noir états-unien, c'est qu'on ne veut pas de cette population dont on considère qu'elle est inférieure et qui sont des sous-citoyens. En revanche, on ne veut pas se couper de leur exploitation économique. Donc on va pas les faire disparaître parce qu'on a besoin d'eux. Donc on les regroupe. Non, non, merci beaucoup, Charlotte, pour ces explications très pertinentes. Bon, je voudrais quand même qu'on termine avec Juhapura, parce que le livre s'agit de Juhapura quelque part. Je vais juste citer les chapitres dans le livre que tu as développé, parce que pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, et puisque tu sais, ce sujet est quand même assez tabou en Inde, et c'est Légèrement, oui. important que, voilà, surtout en Inde, qu'on le parle, on le dise. Donc, quelques chapitres liés avec Juhapura. Donc, il y a Juhapura du bidonville au ghetto. Tu as parlé de confinement, l'état dans le ghetto, des camps dans le ghetto, tactiques de résistance au quotidien, art de vivre au quotidien. Euh, mais dans la conclusion de ce livre, tu as quand même relevé trois choses importantes liées avec ça. C'est la discrimination étatique envers les gens de Juhapura, envers des musulmans. Euh, donc, pas de services publics, l'eau, écoles, hôpitaux, dont on a parlé. Ensuite, il y a des tactiques de résistance, donc de self-help groups, dont tu as parlé. Et Mhm. puis, dernière chose intéressante et importante, c'est domination. Donc, tu as parlé d'autres types de domination, du genre, et aussi domination par les autres castes. Donc, voilà. Et la situation économique qui est quand même difficile maintenant. Maintenant, oui, il faut aussi préciser que ça fait un moment que tu as écrit ce livre, c'était en 2018. Donc, forcément, les choses ont évolué, ont changé. Mais est-ce que sous cette expérience, sous ces observations par rapport à Zuapura, est-ce que tu as des mots à nous pour bien finir ce chapitre? Oui, et puis même plus longtemps que ça, parce que le bouquin est tiré de la thèse, mais du coup, mon terrain de thèse, je l'ai fait entre 2009 et alors 2014 pour la thèse. Du coup, j'ai rajouté un peu des trucs que j'avais fait en 2016, mais voilà, c'est juste pour être très clair. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Bah oui, non, mais parce que après, moi, faut se garder aussi d'une rosy pictures, hein. Je veux dire, les musulmans de Joapula, ils sont pas tous solidaires, tous ensemble, pas du tout. Il y en a qui votent BJP d'ailleurs pour s'attacher, ce qu'ils me disent, s'attacher une protection. Alors c'est souvent des minorités au sein enfin, des groupes enfin, sectaires entre guillemets, enfin d'obédience minoritaire quoi, mais quand même. Et puis c'est surtout que, bah, en fait, comme dans toutes les situations comme ça, hein, il y a des dominants et des dominés. Donc les basses castes ou les hors castes musulmanes sont celles qui, dans un contexte où il n'y a pas de service public, si ce n'est donc la police, bon, il n'y a pas de service public, providence, quoi, d'État-providence, comment dire, où on est du coup très tributaire aussi d'un aménagement par des initiatives privées. Donc des initiatives qui vont aussi choisir, du coup. C'est tout le problème pourquoi on est contre le mécénat, contre la charité, bah, parce qu'en fait, les gens, ils choisissent, alors qu'avec un impôt universel, l'État investit de façon non ciblée, enfin non choisie, quoi. Non sélective, pardon, c'est ça que je cherchais. Bah, les plus pauvres se retrouvent complètement tributaires enfin, se retrouvent, si tu veux, en bas de chaîne, tu vois. Et t'as des trucs, tu vois, alors, bon, en tout cas, c'était encore, enfin, je pense que ça n'a pas changé, mais tous les matins, tu vois arriver les workers, les daily workers, musulmans, hein. Donc, c'est des gens qui vivent vraiment très chichement et qui sont employés encore plus, enfin, avec des taux encore plus, enfin, des coûts encore plus bas parce ils sont discriminés par tout le monde, en fait. Donc, il y a vraiment, et c'est ce que je disais moi, et c'est le projet
donc ça, ce sont les conclusions que je tire en 2014, hein. Donc, deux, trois personnes ont poursuivi ça, mais quand même, je reviens sur la maternité de tout ça, qui est la mienne. Mais par exemple, moi, je commençais à aborder Joapula comme ville musulmane et plus comme ghetto, au sens où déjà c'est un vrai espace, c'est très très, enfin c'est très dense en fait, Joapula, et ça se construit énormément en hauteur. Enfin, si les gens sont curieux, allez voir des photos sur Google Images, hein. Mais ça se construit beaucoup, ou acheter mon livre. Non, je plaisante, mais ça se construit énormément, ça se densifie en hauteur avec des tours comme Al Buruj Tower, par ailleurs, ce qui rappellera qui est des noms du golfe. Mais donc, c'est une ville au sens où elle a de plus en plus comment dire, de séparation les uns entre les autres. Et je me répète, mais effectivement, les femmes, comme c'est une ville plutôt conservatrice quand même, bah, les femmes sont c'est plus compliqué pour elles. Sachant que là aussi, il faut se prémunir d'une vision, comment dire, irénique, pardon. Mais les femmes qui se sont retrouvées veuves suite au pogrom et se sont retrouvées mises dans des trafics par certains acteurs musulmans. Enfin, je veux dire, c'est juste pour... moi, je suis honnête, hein, dans mon truc, donc voilà. Donc les femmes sont en vulnérabilité, évidemment. Et encore une fois, oui, bah, comme toujours, hein, les moins favorisées, quoi, économiquement. Mais c'est un quartier qui quand même est très... Enfin, c'est une ville dans la ville, quoi, qui est quand même une zone très dynamique, quoi. Et qui a beaucoup de liens avec, bah, de main-d'œuvre avec les pays du Golfe. Bien, merci beaucoup Charlotte. Vraiment pour finir et pour un petit peu élargir le débat et faire un lien avec le présent aujourd'hui, ça c'est pour moi ce qui se passe à Gaza. Et je pense que c'est important de faire ce lien parce que pour les suprémacistes hindoutois, des gens de RSS, BJP en Inde, c'est paradoxal, mais pour eux, leur modèle, c'était le modèle de Hitler, de nazi. Mais aujourd'hui, c'est aussi le modèle d'Israël, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Ah bah, tout Donc, à fait. oui, et puis il faut aussi souligner que l'Inde est quand même le plus grand acheteur des armements d'Israël. Ils prennent les mêmes méthodes comme le bulldozer au Uttar Pradesh pour détruire les maisons des musulmans. Euh, voilà, est-ce que tu as un mot pour créer ce lien? Ah là-dessus, évidemment, je vais me mettre en retard, mais c'est pas grave parce que je ne peux pas passer à côté de ça tellement c'est grave et important. Première chose, oui, pour tous les gens qui nous écoutent là, donc Govalkar, c'est drôle parce que enfin, je le lis en ce moment. Govalkar, donc un des idéologues hindouistes, hein, donc hindouiste, encore une fois, je fais bien la différence, pas hindou, mais hindouiste, à des années 60, explique quand même qu'il faut répliquer ce qu'a fait Hitler, qu'il faut faire avec les musulmans, mais il l'écrit noir sur blanc, hein. Il faut faire avec les musulmans ce que Hitler a fait avec les juifs. Donc on est quand même sur une pensée politique dont j'aimerais parfois qu'on s'émeuve un peu plus quand on souligne et très notamment l'actuel président français souligne les democratic achievements de la démocratie indienne en 2019, alors qu'il vient de supprimer le statut spécial du Cachemire. Je pense que vraiment, il faudrait que un petit peu travailler sur la pensée politique de ces gens-là. Ce que tu dis est extrêmement juste, extrêmement grave. Plusieurs choses à cet égard. La première, c'est que depuis les attentats, l'attentat terroriste qui a eu lieu au Cachemire en 2019, en 2024, pardon, et ça rejoint, tu vois, ce que tu dis sur les destructions de bulldozers. Donc là, tu vois, la petite carte que tu nous montrais tout à l'heure, on montrait la Industrial Belt. Bah, si les gens ont encore la carte en tête, il y a un mois, un truc comme ça, même un peu moins, il y a près de Danilinda, donc c'est dans la zone industrielle au nord, enfin au sud, pardon, au sud-est de la zone industrielle. Il y a tout un quartier musulman avec des gens qui habitaient là depuis les années 60 qui en fait Mais alors, c'est toi comme moi, on est chez nous, on se réveille le matin, et là, t'as un bulldozer qui arrive qui te défonce ta baraque. C'est comme ça que ça s'est passé, j'en ai parlé avec enfin, des gens que je connais au Gujarat, bref, des Indiens, quoi. Donc, on a déglingué, je le dis en ces termes, je crois 80 maisons, donc 300 familles dehors. À quel principe? À quel motif? Qu'ils hébergeaient, ces quartiers hébergeaient des Pakistanis Bangladeshis ou Pakistanis terroristes. Donc là, il y a une petite continuité avec ce qu'on est en train d'observer, très notamment en Cisjordanie. J'en reviens aussi avec la comparaison avec Gaza, plus précisément sur le Cachemire, qui est une zone sur laquelle j'ai également travaillé. Il y a une très forte, de toute façon, solidarité entre les Cachemiris et les Gazaouis. Et si vous avez vu des images, etc. Mais par exemple, il y a Free Gaza qui est tagué à peu près partout sur les murs de Srinagar. Srinagar, la capitale du Cachemire. Euh, Quand tu discutes ou avec des Cachemiris ou que tu lis les autorités indiennes, enfin, le plan
des autorités hindouistes d'aujourd'hui, c'est de faire du Cachemire une Cisjordanie. C'est-à-dire, alors là aussi, attention, hein, le Congrès, avant, a toujours abordé le Cachemire sur un prisme économique et sécuritaire. C'est pas la question, hein. Les Cachemiriens, on les a jamais respectés. Mais le BGP, il rajoute une dynamique identitaire. Et donc le but, c'est de faire une Cisjordanie, c'est-à-dire de garder quelques petits bleds plus ou moins musulmans et tout le reste, en fait. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se passer avec la suppression du statut spécial de 2019. Donc la possibilité pour les non-cachemiris de s'installer au Jammu et Cachemire et d'acheter des terres. 85 000 hindous sont installés, les touristes enfin, viennent, 3,5 millions, à peu près l'équivalent de la moitié de la population du Cachemire, et achètent des terres, etc. là-bas. Donc tout ça pour dire qu'au-delà du Gujarat, tout ce qui se passe en ce moment est vraiment... il y a une vraie... Et les autorités ne s'en cachent pas, hein, comme tu l'as dit, les affinités que tu mentionnais sur le plan économique avec les armes, elles sont aussi diplomatiques et politiques, hein. Netanyahou et Modi ne cachent pas leur amitié réciproque. Euh, il y a une vraie volonté. Ben, c'est un régime suprémaciste. Alors bon, moi j'ai moins travaillé sur cette catégorie-là, mais je prépare un papier aussi où j'emploie tranquillement enfin, la notion fasciste au sens où le décrit Hugo Pallietta, hein, c'est-à-dire pas du tout ancré un contexte historique donné, mais aussi, en fait, le fascisme, il vient, il revient, il repart, et là, on est en train de le revoir se développer dans plusieurs États. Et vraiment, oui, aujourd'hui, les musulmans, mais comme les chrétiens, il ne se passe pas une journée aujourd'hui sans que tu lises les infos et que ce soit l'État central ou les États fédérés, il y ait une loi répressive sur les musulmans qui soit passée. Aujourd'hui, il y a quand même un projet de loi pour interdire le voile au Karnataka. Alors, Oui. le voile sur les musulmans, mais du coup, comment font les hindous? Les hindous, elles portent le voile pour plein d'elles, hein. Elles portent le voile pourquoi? Bah, pour pas bronzer, en fait. Et très notamment les riches, elles se couvrent le visage pour pas être, enfin, pour pas prendre de couleur. Donc, bref, j'en termine sur ça, etc. Mais oui, le parallèle est évident. Encore une fois aussi sur l'utilisation du tourisme comme arme d'occupation. Et oui, oui, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Charlotte, un grand merci. Pardon, dernière chose sur ça, mais on rappelle aussi que plein d'hindouistes se sont portés volontaires pour aller faire la guerre à Gaza. Bien sûr, Voilà, bien sûr. Et l'État indien soutient ses efforts. exact, Euh, actif. bien Voilà, c'est sûr. tout. Merci beaucoup, Charlotte, et toutes mes félicitations pour ce travail qui était un travail assez difficile, j'imagine. C'est très courageux de t'avoir écrit ce livre, de l'avoir publié. J'espère que ce livre sera lu par beaucoup de gens, pas qu'en France, qu'il sera aussi publié, j'espère, en anglais et dans d'autres langues indiennes. Donc, merci beaucoup. Mais non, mais Et moi je voulais te dire un très grand merci à toi. Merci aussi bah, déjà pour l'animation, enfin les supports d'animation que tu as fait, les cartes, le résumé et tout. Je pense que c'est très important et très intéressant. Ce travail de synthèse que tu as fait pour les gens qui nous écoutent. Donc merci à toi. Merci aussi pour cette opportunité de parler. C'était la première fois que je parlais plus in extenso de mon travail. Donc on fera un tome 2, j'en suis sûre. Un volume 2. Euh, mais non, non, merci à toi et puis merci aux gens qui m'écoutaient. Je rappelle que, parce que je suis un petit peu échaudée, mais je rappelle que tout ça, c'est une analyse, hein, encore une fois. Donc, merci de ne pas me pourrir sur les réseaux sociaux et, et de respecter les uns et les autres. Voilà, je dis ça parce que j'ai vraiment eu des choses compliquées, hein, avec des gens qui viennent même physiquement à des conférences, etc. pas Voilà, étonné. C'est pour ça, à nouveau, bravo à toi et j'espère pouvoir parler avec toi bientôt. Merci exactement, beaucoup. pareil. Merci à toi.